Nous sommes au Palais des Académies, à l'Académie royale, et c'est ce mardi 2 juin qu'a été remis le prix Frankie Collen, le prix Nobel belge en quelque sorte. Il a été remis à Patrice Cany, professeur à l'UC Louvain, et à Dieter Lambrechts, professeur à la KU Leuven. Nous avons rencontré Patrice Cany quelques instants après qu'il a reçu cette distinction extrêmement prestigieuse des mains de Sa Majesté le Roi. Patrice Cany, merveilleuse nouvelle, formidable émotion pour vous. On va bien sûr parler de l'alimentation, des bactéries de l'intestin, etc. Mais parlons peut-être de l'émotion, c'est important aussi dans la santé d'un être humain. Quelle émotion, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu ce diplôme, ce prix des mains de Sa Majesté le Roi? Évidemment, d'abord, c'est une émotion extrêmement forte. Et puis, il y a cette sensation d'honneur en se disant « mais pourquoi moi ?» Et directement, vous avez cette reconnaissance, la reconnaissance du fait que c'est mon nom qui est inscrit sur le prix. Mais en fait, je ne suis pas du tout seul. Ce sont des dizaines et des dizaines de personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, qui m'ont accompagné, et des collaborateurs et des collaboratrices. Et c'est plutôt ça, cet aspect de reconnaissance vis-à-vis de toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant de très nombreuses années, en ce y compris les soutiens financiers, comme évidemment le FRS, FNRS, le OLRI ou LBO. Alors, on va parler de vos recherches, évidemment, hein, et on n'aura pas le temps de tout aborder, puisque depuis plus de 20 ans au moins, vous avez, d'une certaine manière, contribué à élargir le champ de recherche. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça, que finalement vous êtes parti d'un périmètre déterminé et que vous avez peu à peu, mais c'est le propre d'un chercheur, repoussé les frontières de la connaissance en matière d'impact des bactéries sur la flore intestinale, pourrait-on dire ? Alors, il est vrai qu'au départ, quand on s'est amusé à essayer d'explorer les mécanismes du pourquoi l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires étaient associées à une inflammation de bas grade, on s'est focalisé avec mon collègue, le professeur Rémi Burcelin, sur le potentiel impact qu'aurait une alimentation riche en graisse, qui était déjà connue pour induire justement tous ces désordres métaboliques, et faire le lien avec l'intestin. Et l'hypothèse était qu'un régime riche en graisse laissait passer à travers notre barrière intestinale, des molécules venant des bactéries qui avaient un potentiel pro-inflammatoire. Et cette hypothèse déjà était un peu, on va dire, difficile à explorer directement, difficile à faire accepter aussi de la communauté scientifique. Et puis au fur et à mesure des années, quand on a pu démontrer réellement ce lien entre le microbiote intestinal, que notre alimentation changeait la composition du microbiote intestinal de façon délétère avec un régime riche en graisse et laisse passer des toxines dans le sang qui elles-mêmes induisent une inflammation de bas grade, ça a été le démarrage de finalement, ce qu'il se passe dans l'intestin est probablement extrêmement important, extrêmement clé. Et nous avons ensuite élargi progressivement la connaissance du microbiote, parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, nous n'avions pas les outils analytiques que nous disposons aujourd'hui, dont nous disposons aujourd'hui, et surtout, nous avons pu aussi déterminer certaines interactions spécifiques, des aspects moléculaires, l'implication du système immunitaire, l'implication entre l'intestin, le foie, l'intestin adipeux, l'intestin, le cerveau, qui, de par ces analyses, nous ont ouvert des champs qui étaient jusque-là non explorés ou très peu explorés. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années qu'on est sur ce microbiote intestinal. Et j'ai envie de dire, on le retrouve dans toute une série de situations. Mais il faut quand même être prudent. Attention, le microbiote et les données qu'on observe, il y a beaucoup de corrélations. Mais mes recherches avec mon équipe visent à démontrer une certaine causalité. Donc ce n'est pas parce que vous avez une modification de la composition du microbiote que ça explique toutes les maladies. Il faut vraiment aller expliquer et décortiquer les mécanismes. Ça, c'est tout le challenge et c'est la recherche fondamentale. C'est cette magie, comme je dis. Alors, vous avez rappelé dans votre discours au moment de la réception de ce prix que la recherche fondamentale, c'est absolument, absolument indispensable pour non seulement accroître la connaissance, mais développer une société. Et vous avez aussi fait appel aux autorités, finalement, en disant « n'oublions pas de financer cette recherche fondamentale qui est menacée ». C'est une conviction que vous avez voulu aussi partager devant Sa Majesté le Roi. Exactement. Alors j'en suis convaincu depuis de très nombreuses années, en tant que chercheur fondamentaliste. Je bénéficie encore de nombreuses ressources financières de la part du FNRS ou du LBO OLRI, qui eux-mêmes doivent recevoir une certaine dotation qui fait défaut, soyons clairs, qui n'est clairement pas suffisante et qui, je pense, entravera
la recherche fondamentale et les connaissances, et probablement les innovations futures. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut rendre à la recherche fondamentale la possibilité d'avancer, la possibilité d'explorer bien plus que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, parce qu'on entend partout que le prix ou les prix des consommables, les prix des salaires augmentent, le niveau de vie n'est pas lui-même augmenté par le manque de fonds. En recherche, c'est exactement la même chose. Donc réfléchissons à l'avenir, aux innovations futures, en soutenant la recherche fondamentale, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Et je me suis permis de le déclarer face à Sa Majesté le Roi, parce que c'est un message véritablement que je souhaite porter. Et vous savez de quoi vous parlez quand on a 400 publications à son actif, quand on est dans le 1% du top des chercheurs les plus cités dans votre domaine. Je crois aussi que vous êtes parmi les 2% des chercheurs qui ont le plus d'influence selon l'université de Stanford. Vous savez de quoi vous parlez. Mais vous l'avez souligné, vous n'êtes pas seul. Vous avez une équipe, vous avez formé des doctorants, 16 je crois, il y en a 3 en cours. Vous avez des chercheurs permanents dont vous avez été promoteur, des projets de recherche, etc. Donc ce bilan, ce premier bilan, finalement, à un moment important de votre vie, vous le concevez de quelle manière? Est-ce que ça vous donne un élan supplémentaire pour être plus exigeant encore, être encore plus ambitieux dans le bon sens du terme? Ça vous booste? J'apprécie la façon dont vous mettez les chiffres et les métriques, parce que ce n'est pas ce que nous faisons au laboratoire. On ne se lève pas le matin en disant « Oh, il y a autant de publications » ou « Il y a cet impact à distance ». C'est en fait un travail au jour le jour, c'est une motivation, c'est une passion qui est là. Et tant que nous gardons cette passion avec l'équipe, probablement que le reste suivra. Maintenant, si je me mets dans votre position, comme vous le faites maintenant, peut-être que je devrais réfléchir, en effet, à continuer à porter ce message au-delà de nos murs des universités, peut-être informer le grand public, je l'espère les décideurs et les décideuses politiques qui prendront des décisions de manière éclairée pour que la recherche, et la recherche ce n'est pas simplement moi, ce n'est pas simplement mes équipes, c'est toutes les équipes de toutes les universités, de tout le pays. Évidemment, si je pense aux difficultés que nous avons pour financer les recherches, j'ai un nombre incroyable de collègues que je pourrais énumérer, qui sont des personnes excellentes, qui font de la recherche d'une très haute qualité, très bien reconnue à l'international aussi, et qui ne disposent pas de financement, faute de manque de financement. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, dans les classements de ces recherches, de mettre et d'envoyer des messages à des personnes en disant « Vous avez été classé comme excellent, mais on ne peut pas vous financer ». Et c'est là que se trouve tout le paradoxe. Et pour un chercheur, une chercheuse, c'est aussi très difficile. Nous sommes habitués à recevoir des avis négatifs. Nous sommes habitués à devoir nous challenger. Vous recevoir des avis positifs aussi. Vous avez Absolument. été successful, comme on dit. Évidemment, ça fait... Et pour cause. Ça fait plaisir, ça donne cet honneur, mais clairement, la recherche qui est aujourd'hui mise en avant via nos travaux, mais c'est peut-être par chance également, alors que bon nombre d'autres personnes, et j'insiste là-dessus, font de l'excellente recherche et n'ont pas eu la chance de la visibilité que nous avons aujourd'hui, et peut-être n'ont pas non plus droit à avoir des financements du même niveau, et ça c'est un problème. Cette équité, ces problèmes de diversité aussi dans les financements qui ne sont pas suffisants au sein de notre environnement, notre écosystème, en tous les cas, en Belgique francophone aussi. Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je pense que c'est important d'y penser. On va peut-être terminer par une espèce de regard rétrospectif et puis prospectif. Vous avez passé toutes les étapes d'un boursier mandataire FNRS, chargé de recherche, chercheur qualifié, maître de recherche, directeur de recherche, et puis il y a un moment où vous êtes devenu professeur ordinaire à l'UC Louvain. C'est un trajet assez habituel, mais ça veut dire que vous avez décidé, d'une certaine manière, de consacrer aussi plus de temps, et là c'est une question, à de l'enseignement, à de l'accompagnement, à transmettre, transférer vos savoirs et cette passion pour la recherche. Donc la question c'est, comment est-ce que vous allez combiner encore plus de recherche et encore plus d'enseignement ? Alors il est vrai que, j'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, de faire tout le parcours de chercheur FNRS pendant 17 années quand même, et j'ai toujours enseigné. Il faut savoir que j'ai toujours enseigné, même quand j'étais chercheur FNRS, mais j'enseigne plus maintenant. C'est aussi
quelque chose qui me passionne. Donc faire passer des messages, former les jeunes. J'ai la chance d'enseigner à la fois en deuxième année de bac, troisième année de bac, en master 1, en master 2, mais aussi faire partie des commissions doctorales. Donc tout ce parcours des étudiants et des étudiantes, de les voir au début et de les accompagner plus loin jusqu'au master ou au-delà quand ils sont en thèse de doctorat, j'ai envie de dire, c'est aussi un devoir. On est là pour pouvoir faire passer notre connaissance, la compréhension de notre système, la recherche dans laquelle nous sommes. Et donc pour moi, la nutrition, l'alimentation, la physiologie, la physiopathologie, les aspects cliniques qui se trouvent derrière, évidemment le microbiote intestinal, ce sont des messages et des sciences que nous devons enseigner. Alors est-ce que je le fais correctement? C'est aux étudiants, aux étudiantes qu'il faudra le poser, cette question. Mais en tous les cas, ça reste une passion. Ça n'entrave absolument pas ma recherche. Parce que la recherche en elle-même, et concilier les deux, se fait évidemment sans difficulté. Je n'ai pas non plus, j'ai envie de dire, si vous démarrez une carrière de jeune chercheuse ou de jeune chercheur, concilier l'enseignement, la création d'une équipe, la recherche de financement avec un niveau d'enseignement à 120 heures par an comme je le fais maintenant, c'est très certainement beaucoup plus difficile. Et là, je salue toutes et tous les collègues qui sont obligés de passer par cette étape d'abord, qui n'ont pas eu la carrière FNRS que moi j'ai eue. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que c'est beaucoup plus facile. Mais en tous les cas, ça se fait de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus smooth, pour utiliser un terme anglophone. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci.